A free year on the internet? 24/7 tech support? Dream on. With a Gateway Essential PC, you know exactly what you're getting. Monitor, great software, award-winning tech support, and free internet access, all for $28 a month. No mystery there. Call 1-800-GATEWAY for a Gateway Essential PC with an Intel Celeron processor. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test d'un PC portable. J'en parle très rarement sur la chaîne, j'ai fait un seul test de PC portable. Alors que pourtant il y a des choses intéressantes à dire sur les PC portables et celui que j'ai choisi pour cette vidéo, il n'est pas dénué d'intérêt. La raison précisément, c'est sa carte graphique qui nous vient d'NVIDIA et qui est clairement une des cartes NVIDIA qui n'a pas la meilleure des réputations. On va voir tout ça en test, mais ce sera juste après la sponsor. Le sponsor de cette vidéo, normalement vous commencez à bien les connaître, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir ou de monter un nouveau PC qui est dépourvu de système d'exploitation, vous n'avez accès qu'au BIOS, alors même si les BIOS sont très sympas de nos jours, c'est quand même plus sympa d'avoir accès à un système d'exploitation pour profiter de sa machine. Dans ce cas-là, la solution c'est Godil24. Vous y trouverez des clés officielles de Windows 10 ou encore Windows 11. Et vous pourrez même profiter d'une réduction de 50% sur les clés Windows avec le code ALD50. Si c'est plutôt le pack Office qui vous intéresse, vous le trouverez aussi avec une réduction un peu plus conséquente avec le code ALD62. Vous profiterez de 62% de réduction. Et si jamais vous avez besoin des deux, à savoir Windows et le pack Office, profitez-en parce qu'avec le code ALD62, vous avez aussi 62% de réduction sur le bundle Windows plus Office. Pour procéder, c'est très simple. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez acheter sur le site, par exemple ici une clé de Windows 11, il vous suffit de l'ajouter au panier, d'aller directement voir dans le panier. Dans l'espace prévu à cet effet, vous ajoutez le code pour pouvoir profiter de la réduction, ici ALD50. Vous cliquez sur utiliser le coupon et vous profitez de la réduction. Regardez, je suis passé de 27 € à 13,55 €. Wow. Vous faites continuer le paiement et vous choisissez votre méthode de paiement, par exemple le paiement sécurisé via PayPal. Et de toute manière, si vous avez le moindre doute sur la procédure, eh bien il y a quelques temps j'avais fait une vidéo dédiée pour expliquer comment utiliser le site de Godil24, donc je vous le mets dans la description. Une fois le paiement effectué, Godil vous enverra là où les clés CD dans votre boîte mail. Donc surveillez bien votre boîte mail et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les spams si le mail n'arrive pas. Et si réellement il y a un problème, ce qui peut toujours arriver, Godil24 s'engage à vous rembourser via le service après-vente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci à eux de soutenir la chaîne et merci à vous si vous faites des achats via les liens en description, car ça vous permet de soutenir la chaîne indirectement. Ça fait déjà pas mal de temps finalement que je vous avais parlé d'un premier PC portable sur la chaîne. Il s'agissait d'un Dell Inspiron 9200 qui était sorti autour de l'année 2004. Et en vrai, j'avais plutôt apprécié l'expérience de vous présenter un PC portable, du coup j'avais rapidement préparé une seconde vidéo. Et le PC portable que je vais vous présenter dans cette vidéo, eh bien finalement ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà et qu'il est prêt pour le test. En gros, c'est une vidéo que j'ai en projet depuis un bon moment et vu que je manque un petit peu de place pour vous présenter des PC tours à l'heure actuelle, eh bien un PC portable c'est tout simplement l'idéal. Donc voici ma deuxième vidéo sur un PC portable, je vous le présente en images. Le PC que je vous présente, encore une fois il s'agit d'un Dell Inspiron, mais cette fois-ci un peu plus récent que dans la précédente vidéo. Vous le voyez en image, il s'agit du Dell Inspiron 1720. J'estime qu'il doit s'agir d'un PC qui a été commercialisé durant l'année 2007, voire peut-être l'année 2008. Concernant la configuration, on retrouve un processeur Intel Core 2 Duo T9300. Pour les PC portables de l'époque, c'était plutôt un bon processeur, cadencé à 2,5 GHz, le tout sur 2 cœurs. Et pour accompagner le processeur, on retrouve 4 Go de DDR2 cadencé à 667 MHz. Et là aussi c'est vraiment pas mal, en tout cas pour la quantité de mémoire. 4 Go de mémoire en 2007-2008 c'était vraiment pas mal. En revanche pour la fréquence de la DDR2 on peut quand même mieux faire. Concernant la carte graphique, en réalité c'est surtout elle qui m'a donné envie de récupérer cet ordi là, mais pas forcément parce qu'il s'agit d'une très bonne carte graphique, c'est en réalité plutôt le contraire. Il s'agit d'une Nvidia GeForce 8600 MGT en version 256 MHz. À savoir
savoir qu'il existait aussi une version en 512 mégas. C'est une carte qui a été beaucoup critiquée, notamment pour des problèmes de soudure BGA, mais aussi des performances qui étaient quand même très moyennes. Surtout que les PC portables de l'époque, notamment équipés avec cette carte graphique là, coûtaient quand même très cher. J'ai pas retrouvé le prix exact de cette version là de l'Inspiron 1720, mais j'ai vu des modèles qui étaient un petit peu moins bien équipés, vendus autour de 1000 €. Donc je pense que celui-ci a dû être commercialisé entre 1100 et peut-être 1200 €, ce qui était vraiment pas donné. Concernant son écran, il est en format 16 dixièmes avec une définition 1400 par 900. Et concernant son design, je pense que vous voyez les images depuis tout à l'heure. On va dire que c'est plutôt sobre et sans fioritures, mais en réalité c'est plutôt dans ce qui se faisait à l'époque en termes de PC portable. Sur le papier, je trouve que ce PC finalement c'est plutôt un bon PC portable pour l'année 2007. On a vraiment une configuration solide, déjà au niveau de la RAM, 4 Go de DDR2 en 2007, c'était quand même très costaud. On retrouve aussi un processeur Core de Duo, certes en version portable, mais qui jouit d'une très bonne fréquence pour l'époque, 2,5 GHz, et bien c'était pas hyper courant. Et en plus de ça, pour la partie graphique, on retrouve une GeForce 8000 qui était une génération de GeForce qui avait tout simplement mis un gros coup de pied au niveau des performances à l'époque. Mais pour la carte graphique, en tout cas, et bien c'est uniquement sur le papier, parce que la 8600 GT, surtout en 256 mégas, et bien c'était plutôt une carte graphique moyenne au niveau des performances, et il y avait aussi des gros problèmes de fiabilité à cause des problèmes de soudure BGA. Les problèmes de soudure BGA à cette période, c'était vraiment un gros problème. Je vais pas revenir sur les raisons qui ont provoqué les problèmes de soudure BGA, mais c'est simplement pour vous dire que déjà du côté d'NVIDIA, sur les GeForce 8000 en version PC de bureau, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Moi-même, j'ai plusieurs cartes de cette époque-là qui ont des problèmes de soudure BGA, notamment une 8800 GTX et plusieurs 8800 GTS. Et a priori, sur PC portable, eh bien ce problème avait quand même plus d'ampleur. Je pense que ça s'explique principalement à cause des problèmes de format des PC portables, étant donné qu'ils sont très compacts, eh bien on a des composants qui ont tendance à quand même beaucoup plus chauffer. Les contraintes thermiques étant ce qu'elles sont, eh bien ça augmente les problèmes de soudure BGA. Bref, tout ça pour dire que je m'estime vraiment chanceux d'avoir trouvé un PC portable avec cette carte graphique et qui est dans un parfait état de fonctionnement. Le deuxième problème avec cette carte que j'ai rapidement évoqué, c'est finalement les performances. Même si au moment de sa sortie, elle avait fait plutôt bonne impression, finalement c'est une carte graphique qui est très moyenne, voire même mauvaise au niveau des performances. Encore plus dans la version que j'ai testée, parce qu'on est sur une version 256 mégas de mémoire, ce qui est pas beaucoup, mais en plus de ça, on est sur une mémoire DDR2 plutôt que DDR3 et on a donc une fréquence très faible. Une mémoire cadencée à 400 MHz, même pour l'époque, ça fait vraiment pas beaucoup. Et même au niveau du GPU, on a un GPU qui est pas très véloce par rapport à ce qu'on a pu voir déjà sur les GeForce 8000. La 8800 GTX, qui était la plus haut de gamme à l'époque, avait 168 cœurs CUDA. Sur cette 8600, on a seulement 32 cœurs CUDA et qui sont bien moins cadencés. Ces 32 cœurs, ils étaient cadencés à seulement 475 MHz, c'est vraiment pas beaucoup. Donc vraiment, dans cette vidéo, je m'attends pas à avoir des très grosses performances, mais bien entendu, on va vérifier ça. Quoi qu'il en soit, avant de le tester, j'ai envie de voir un petit peu sa conception en interne, tout en faisant un bon dépoussiérage, voire un changement de pâte thermique. C'est pas du luxe avec les vieux PC. En plus de ça, ça me permettra de vous donner mes premières impressions. Bref, on passe à une séquence de démontage, on se retrouve juste après. On passe maintenant à une petite séquence de démontage pour voir un petit peu la conception en interne de ce PC. Un truc que j'aime beaucoup dans les vieux PC portables et que l'on retrouve pas forcément dans les PC portables actuels, c'est le fait que finalement on nous facilite pas mal le démontage. On retrouve par exemple des trappes pour accéder facilement à certains composants pour nous permettre d'upgrade facilement le PC. D'ailleurs sur la trappe que je viens d'enlever, on peut voir qu'on a facilement accès à la pile du BIOS, ça c'est bien pratique, et aussi à une des deux barrettes de RAM parce que la deuxième elle est pas ici mais vous verrez ça tout à l'heure. Cette barrette d'ailleurs, parlons-en, il s'agit d'une barrette produite par Micron en DDR2 667 mégatransferts secondes. On n'est clairement pas sur les plus hautes fréquences de la DDR2, par contre un point qui est intéressant c'est que c'est une dual rank. On vérifiera quand même tout à l'heure sur CPU-Z. Et enfin la dernière trappe, je comprends pas trop pourquoi, mais visiblement on a 3 emplacements pour carte Wi-Fi. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais dans l'immédiat je vois pas vraiment l'intérêt, en tout cas pour une utilisation grand public. Pour la suite du démontage, il faut que je démonte le clavier, j'ai donc retourné le PC. Un petit détail vraiment top concernant ce clavier, c'est qu'il se branche via un connecteur et non pas une nappe de câble. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que les nappes de câble très fines que l'on retrouve sur les PC portables, ça a tendance à facilement s'abîmer. Maintenant, vous l'avez vu, la deuxième barrette de RAM, elle se retrouve finalement de ce côté-là, sous le clavier. C'est plutôt atypique, mais il est très simple de retirer le clavier, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Encore un cut des 1 million de vis à retirer sur ce PC.
En tout cas, j'ai maintenant pu démonter la carte graphique, donc la 8600 GT, qui se présente sous la forme de 7 cartes prises en sandwich par le refroidissement. En revanche, je l'ai pas démonté parce que les vis sont complètement grippées. Un truc un petit peu inhabituel, c'est que les deux échangeurs s'emboîtent l'un l'autre, et d'ailleurs j'en profite pour vous faire remarquer que pour un PC portable, on a quand même un refroidissement qui est plutôt imposant. Ça devrait promettre du coup des températures assez basses, en tout cas pour un PC portable. Un autre détail que j'aime bien dans les vieux PC portables, c'est qu'on a des sockets sur les cartes mères, ce qui fait qu'on peut upgrade le processeur. Ce PC finalement je le trouve plutôt bien conçu. Au niveau du refroidissement, on a quand même un refroidissement qui est plutôt imposant pour un PC portable, donc je pense qu'on aura des températures tout à fait correctes. Autre point que je trouve plutôt positif, c'est au niveau de la RAM. Avoir des barrettes de RAM dual rank, c'est vraiment un plus. On sera donc en dual channel et quad rank, ça permettra donc de compenser un petit peu la faible fréquence de cette mémoire. En plus de ça, il s'agit de barrettes Micron qui est plutôt de la bonne cam, donc c'est super positif. Un autre truc sympa, c'est que dans ce PC, on a deux emplacements pour disque dur, ça c'est un vrai plus. En revanche, il y avait uniquement le disque dur d'origine quand j'ai reçu le PC, mais il avait quelques petits problèmes. Je l'ai donc remplacé avec ce que j'avais sous la main à ce moment-là, j'avais pas envie de retourner fouiller dans le container. J'ai donc mis un SSD SATA 256 Go, ça suffira largement pour ce que j'ai besoin de faire. Après, pour la connectique, on a quand même beaucoup de ports USB, et ça c'est vraiment positif pour un PC portable. On va maintenant parler de l'écran, et ce qui est plutôt positif par rapport au précédent aspirant que j'ai testé, c'est qu'on a une définition qui est plutôt bien calibrée. On a un écran en 1440 par 800 et c'est plutôt bien proportionné par rapport à la carte graphique. Même si je m'attends pas à avoir une carte graphique très performante, je pense que c'est plutôt bien adapté. En revanche, concernant l'écran sur ce Inspiron, on est plutôt sur une dalle de mauvaise qualité. C'est-à-dire que déjà, on est sur une dalle TN, clairement, mais en plus de ça, on n'est clairement pas sur la meilleure des dalles TN, et même pour l'époque. L'image est extrêmement terne, ça donne une impression d'une image grisâtre, c'est pas super sympa. Et en plus de ça, on a aussi des contrastes qui sont vraiment pas terribles, donc même les couleurs noires, et bien finalement elle ressort plutôt grise. Le rendu vraiment il est pas du tout flatteur pour la rétine. Et un truc qui fait vraiment plaisir, je pense que vous l'avez remarqué pendant la séquence de démontage, c'est que finalement même si on est sur un PC qui est assez ancien, et bien il est dans un état impeccable. Quand je l'ai démonté, il n'y avait pas un brin de poussière, vraiment sur les échangeurs, et bien il n'y avait pas de poussière, dans le ventilateur il n'y avait pas de poussière, et même sur les cartes électroniques, et bien il n'y avait pas de poussière. Donc vraiment super propre. En plus de ça, je vous l'ai pas montré, mais au niveau de la pâte thermique sur le processeur, parce que du coup j'ai pas réussi à démonter pour la carte graphique, mais bref, en tout cas sur le processeur la pâte thermique avait vraiment l'air récente. Je pense tout simplement que la personne qui m'a vendu ce PC sur le bon coin a fait un bon gros coup d'entretien dessus, et ça fait vraiment plaisir. Le seul truc un petit peu dommage, c'est les deux autocollants Razer qui sont dessus, mais je vais pas les retirer parce que je pense que si j'essaie de les retirer, je vais faire plus de mal qu'autre chose. On aura sûrement des traces de colle sur la coque du PC, et ça c'est pas terrible, donc tant pis, ça va rester dessus. On va maintenant passer au test, mais avant de passer au test, je précise un truc, j'ai utilisé Windows Vista en guise de système d'exploitation. Alors calmez-vous de suite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, mais Vista c'est nul, XP c'était mieux, etc. Moi mon but dans cette vidéo c'est tout simplement de refaire un test du PC comme si je venais de le recevoir à l'époque en 2007. Et ce PC il était équipé de Windows Vista, donc c'est pour ça que j'ai installé Windows Vista dessus. En revanche, aux détracteurs de Windows Vista, je précise que je suis sur le SP2 qui avait corrigé énormément des gros problèmes de la première version. C'est-à-dire que le SP2 de Windows Vista, sans vous mentir, on est quand même très proche de ce que proposait Windows 7 en termes d'optimisation et de poids du système d'exploitation. Même si ça reste pas parfait, c'est parfaitement cohérent pour pouvoir tester ce PC. Bref, maintenant que j'ai fait ces précisions, on peut passer au test. On attaque avec un check sur GPU-Z et CPU-Z en commençant par GPU-Z. On retrouve donc bien les informations concernant la 8600 MGT, donc le GPU G84M gravé en 80 nanomètres, et surtout des informations concernant sa mémoire qui est pour moi le point bloquant de cette carte graphique, à savoir seulement 256 mégas en DDR2. En tout cas, on va vérifier juste après dans mes tests si vraiment cette faible quantité de mémoire est un problème. Maintenant CPU-Z, on retrouve les informations concernant le processeur. Je passe rapidement là-dessus, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire. Maintenant, l'onglet concernant la RAM, on retrouve bien les informations annoncées sur la barrette de RAM avec les timings, et surtout, on est bel et bien sur de la mémoire dual rank, et ça c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, cette époque où on nous annonçait directement le nombre de ranks sur les barrettes mémoire, ça me manque quand même un petit peu. Quitte à être sur CPU-Z, eh bien je me suis dit pourquoi ne pas faire le benchmark intégré en l'opposant au Core de Duo E8500 qui était quand même un gros processeur pour PC de bureau. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce T9
9300 s'est quand même plutôt bien débrouillé face à ce processeur là. On est sur une version faible consommation pour PC portable avec une fréquence plus basse de 0,6 GHz. Donc quand on prend en compte tout ça, son score de 353,6 points, je trouve que c'est pas si mal que ça. J'ai aussi fait un passage sur 3D Mark 2005 et ça sera très intéressant parce que ça me permettra de comparer les résultats face aux autres configurations que j'ai testées dessus. Et il commence à y en avoir quand même pas mal. Des configurations de PC de bureau, mais notamment le PC Inspiron précédent que j'avais testé sur la chaîne. Vous voyez les images de 3D Mark actuellement, je vais pas m'éterniser dessus parce que la qualité d'image est pas top, donc on passe direct au résultat. Vous le voyez, on a donc eu un score sur les tests graphiques de 6577 points avec ce combo T9300 et 8600 MGT. Donc voilà le tableau qui reprend tous les résultats que j'ai eu sur 3D Mark 2005. Je précise que les résultats dans lesquels je précise pas le processeur utilisé pour les PC Tour, le processeur était un Core de Duo Q6600. Sans surprise, on fait beaucoup mieux que le PC portable Inspiron version 2004. C'est pas compliqué, on fait 290% de performance en plus. C'est un gap énorme. En seulement 3 ans, on a donc quand même une grosse progression sur les capacités des PC portables de l'époque. Surtout que la 9700 c'était vraiment le GPU le plus performant pour PC portable à l'époque, là où la 8600 MGT est loin d'être la meilleure pour le coup. On avait notamment la 8800 MGTX qui était tout simplement un monstre, sur PC portable en tout cas, parce qu'on avait tout simplement un G92 à l'intérieur, donc le GPU de la 8800 GTS, mais aussi de la 9800 GTX. C'est donc vraiment intéressant de voir qu'une carte graphique milieu de gamme pour PC portable à cette période-là a proposé un énorme gap de performance. Mais surtout, en gaming, les PC portables dans l'absolu, avec l'exemple de la 8800 MGTX, étaient capables de proposer des performances en gaming vraiment solides. Et là où avec la Radeon 9700M, finalement, on s'étonnait d'avoir une carte aussi performante pour du jeu vidéo à son époque. D'ailleurs, certains disaient même que c'était la première carte graphique qui permettait de faire du jeu vidéo sur PC portable. Ce qui n'est pas exactement vrai, on pouvait faire du jeu vidéo auparavant, notamment avec les versions portables des GeForce 4 Ti, mais la 9700 avait proposé un énorme bond en avant au niveau des performances. Je pense vraiment qu'avec cette génération des 8000 sur PC portable, comme sur PC Tour d'ailleurs, ça a proposé une explosion des performances. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a des performances qui sont très similaires aux configurations avec l'ATI X850 XT. On a quasiment le même résultat qu'avec le combo Q6600 et ATI X850 XT, et on fait même un petit peu mieux que la version que j'ai encadrée en rouge, à savoir un Athlon 4000 Plus avec la X850 XT. Donc un vrai gros PC gaming de l'année 2004, en format Tour bien sûr. Donc d'après 3D Mark en tout cas, on peut en conclure qu'en seulement 3 ans d'écart, et bien finalement un PC portable gaming milieu de gamme faisait mieux que les grosses configurations Tour vieilles d'à peine 3 ans à ce moment-là. En revanche, si on compare avec une carte graphique de bureau de gamme à peu près équivalente, ici la HD 2600 XT, on se rend bien compte que cette 8600 MGT est quand même loin du compte. Et si on compare avec les performances d'un PC haut de gamme de l'époque, donc cette fois-ci j'ai encadré la 9800 GTX, mais en réalité la 9800 GTX est parfaitement équivalente à la 8800 GTX qui était sortie en 2006. On va donc considérer qu'à peu de choses près, on est sur une carte haut de gamme de 2007, même si elle est sortie en 2008. Tout ça pour dire qu'on se rend bien compte que quand même ce PC portable, même s'il propose un gros gap en gaming par rapport à ce qui se faisait auparavant sur PC portable, eh bien on est quand même très loin du compte de ce qui pouvait se faire sur PC Tour, surtout qu'à l'époque on pouvait largement se faire au prix de ce PC portable là une tour équipée d'une 8800 GTS voire une 8800 GTX. Mais ça reste un petit peu tôt pour tirer des conclusions parce qu'on est sur un benchmark, donc des conditions de test idéales. On l'a souvent vu dans mes tests, c'est pas toujours représentatif de ce que l'on peut avoir en pratique dans les jeux. Surtout avec une carte graphique qui à la base a quand même plutôt mauvaise réputation. On va donc essayer dans les jeux pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui coince avec cette carte graphique. On commence avec Half-Life 2, vous voyez les réglages graphiques actuellement. Je précise que je suis sur une vieille version de Half-Life 2 pour avoir l'équivalent de ce que l'on avait auparavant, étant donné que le moteur de Half-Life 2 a beaucoup évolué depuis, notamment avec la sortie des extensions. Donc là on a vraiment une version de Half-Life tel qu'il était en 2004. Et vous le voyez, malgré que ce soit un jeu exigeant, certes qui datait d'il y a quelques années au moment de la sortie de ce PC, eh bien on a plutôt des très bonnes performances. Là je suis plutôt dans un endroit qui est clos sur ce chapitre là du jeu, mais avancé
ça, j'ai testé sur des endroits un peu plus ouverts et au minimum j'étais entre 70 et 80 images par seconde. Et je pense vraiment qu'en 2007, pouvoir jouer un jeu aussi populaire que Half-Life 2 dans de très bonnes conditions telles que ça sur PC portable, ça avait dû vraiment faire plaisir. Étant donné qu'on a à peu près les mêmes performances qu'un gros PC de 2004, on continue avec les jeux de 2004 avec Far Cry. J'ai pas tout mis à fond, notamment au niveau de l'anti-aliasing, parce que finalement, eh bien, les performances c'était pas top. Vous allez voir pourquoi juste après. Je sais pas si vous le voyez, mais au niveau de la VRAM, je suis quand même plutôt limite par rapport aux capacités de cette carte graphique. Et j'avais notamment testé avec l'anti-aliasing en x4 et tout simplement la VRAM était saturée. J'ai donc été obligé de baisser l'anti-aliasing pour rester dans les clous de ce que permettait de faire la VRAM. Et malgré que la VRAM de la carte ne soit plus saturée, eh bien les performances restent très moyennes. Ça oscille entre 30 images par seconde, 35 images par seconde et jusqu'à à peu près 60 images par seconde. Et ça rend vraiment l'expérience très désagréable parce que le framerate n'étant pas stable du tout, eh bien c'est difficilement jouable. Jusqu'à maintenant les tests étaient très positifs, mais maintenant je pense qu'on commence à comprendre un petit peu ce qu'a dû frustrer les joueurs de l'époque qui étaient équipés avec cette 8600 MGT. On va voir si ça se confirme dans les autres tests, mais je pense que cette carte graphique finalement offrait un niveau de performance qui était plutôt inconstant en fonction des jeux. Dernier gros jeu de 2004 avant de passer au jeu contemporain à cette carte graphique, il s'agit de Doom 3. Et encore une fois, on était vraiment sur un gros jeu très exigeant de l'année 2004. Et on peut voir que là aussi, eh bien, finalement, cette carte, elle a un petit peu du mal. On a malgré tout un framerate qui est plutôt stable par rapport à ce que l'on avait sur Far Cry, même si c'est encore loin d'être parfait. Malgré tout, ça reste plutôt jouable. Je pense que les baisses de framerate sont encore une fois imputables à la quantité de VRAM, parce qu'on est très proche de la limite de cette carte. Et d'habitude, eh bien, les cartes Nvidia fonctionnent très bien sur Doom 3. Et j'insiste, je suis vraiment proche encore une fois de la limite de la VRAM, alors que j'ai pas mal baissé les réglages. Et surtout, je suis dans une définition assez faible, à savoir 1024 par 768. Pour le reste, j'ai pu mettre tous les réglages à fond, donc ça m'étonnerait pas de voir quelqu'un aller au bout du jeu en baissant encore certains paramètres graphiques. Malgré tout, je trouve que c'est dommage d'être obligé de baisser les graphismes sur ce jeu-là, qui fonctionne très bien sur les cartes Nvidia, alors qu'on est quand même sur un PC à plus de 1000 € à l'époque, ce qui était une énorme somme. C'est donc quand même plutôt dommage. Allez, jeu suivant, et cette fois-ci, on attaque les jeux contemporains à ce PC. Vous le voyez en image, on est sur le tout premier Assassin's Creed. Et pour que ça puisse tourner de manière à ce que ce soit un minimum présentable en vidéo, parce que clairement ce n'est pas jouable, eh bien j'ai dû baisser les graphismes au minimum avec une définition en 720p. Et vraiment je suis quand même plutôt déçu parce que même si je m'attendais pas bien entendu à faire tourner le jeu de manière fluide avec les graphismes à fond, eh bien là le jeu n'est vraiment pas agréable avec les graphismes au minimum. On n'a même pas un framerate qui permettrait de jouer dans de bonnes conditions. Et pourtant sur les vieilles machines je suis pas trop exigeant, un 30 fps stable ça m'aurait suffi. Mais là vous le voyez dans la scène d'intro, dans une zone qui est très close, et bien tout simplement la carte graphique n'arrive pas à suivre. Du coup j'ai même pas cherché à aller plus loin, à aller dans des zones plus gourmandes au niveau des performances, des zones ouvertes comme on retrouvait dans ce jeu là, avec des grandes villes et surtout beaucoup de choses à afficher. Dans un simple tunnel clos où finalement il n'y a pas énormément de charge GPU, je considère déjà que le jeu n'est pas jouable, donc j'ai simplement conclure là-dessus, ce jeu n'est pas jouable sur ce PC. Deuxième gros jeu de 2007, il s'agit de Call of Duty 4 Modern Warfare. Vous avez pu apercevoir les réglages que j'ai utilisés pour tester le jeu. En tout cas les premiers réglages, parce que vous allez voir j'ai vite changé. Donc on est maintenant dans le jeu et tout simplement c'est pas jouable du tout, c'est vraiment très désagréable. Le framerate fait tout simplement le yo-yo et c'est vraiment un calvaire d'essayer de viser une cible, et dans un FPS c'est un gros problème. La raison elle est simple, c'est tout simplement que la VRAM est totalement saturée. En plus de ça vous pouvez pas vous en rendre compte parce que vous y jouez pas, mais ça apporte un input lag qui est vraiment très désagréable. J'ai essayé de trouver des réglages graphiques qui rendaient le jeu à peu près jouable, et bien tout simplement j'en ai pas trouvé, même en retirant l'anti-aliasing, en baissant la définition, en baissant la qualité des textures, il n'y a rien à faire. Par exemple à ce moment-là j'avais mis quasiment tous les graphismes au minimum, pourtant dans une zone à l'extérieur, eh bien je peine à dépasser les 30 images par seconde. Je suis quand même vraiment déçu parce que même si je m'attendais pas à avoir des performances folles avec cette 8600 MGT, elle arrive finalement tout simplement pas à faire fonctionner correctement les jeux de son époque. Et ça clairement c'est quelque chose que je vais prendre en compte pour la conclusion.
Alors cette fois-ci je passe directement à la conclusion. J'avais pris pour habitude depuis un petit moment déjà de vous faire une revue de presse. Malheureusement, eh bien, concernant que ce soit ce PC là ou même la carte graphique en question, puisque c'est elle qui m'a principalement donné envie de faire cette vidéo, eh bien j'ai rien trouvé de vraiment intéressant à vous montrer. Donc eh bien pour cette fois je skip la revue de presse. Parce que le seul test que j'ai pu trouver sur la toile d'un Inspiron 1720, il nous vient du site Laptop Spirit et on peut dire que ce test est vraiment nul. Le seul jeu sur lequel ils ont testé, eh bien c'est Counter-Strike Source qui utilise donc le même moteur que Half-Life 2 et finalement Half-Life 2, eh bien c'est le seul jeu sur lequel les tests se sont bien passés. Forcément l'avis est biaisé, eux ils en sont contents, alors que dans ma conclusion ça va être très différent. J'ajouterai qu'on est vraiment face à un protocole de test qui est très mauvais. Testé sur un seul et unique jeu, et en plus je sais pas si c'est un hasard ou non, qui est le jeu sur lequel finalement eh bien ce composant s'en sort le mieux, eh bien c'est très problématique. Si par exemple moi je m'étais limité dans mes tests à uniquement 3D Mark 2005 et Half-Life 2, eh bien vous doutez que j'aurais eu des retours plutôt positifs sur cette carte graphique. Alors qu'on a pu le voir par la suite, eh bien finalement c'est pas du tout le cas. J'arrive pas à comprendre qu'ils se limitent à tester seulement sur un jeu de 2004 alors qu'ils ont testé un PC de 2007. Je précise juste que j'ai vu quand même quelques articles qui parlaient de la 8600 MGT qui datait de l'époque, du moins au moment de la sortie, et étonnamment il y avait quand même pas mal de monde qui trouvait qu'elle était plutôt intéressante et suffisamment performante. Je pense que vous en doutez, mais par rapport au test que j'ai pu faire, eh bien c'est pas du tout l'avis que je vais avoir dessus, j'en parlerai un peu plus tard, et ça me surprend pas mal, mais je pense que c'est lié au contexte, à la sortie de la 8600 MGT, eh bien c'est tout simplement la première GeForce 8000 en version portable qui sort, et 8800 en version portable étant sorti quand même pas mal de temps après. Je vais attaquer la conclusion par l'écran, même si j'en ai déjà parlé, mais vraiment cet écran il est horrible. Certes au niveau de la définition c'est mieux dimensionné que dans mon précédent test de l'Inspiron 9200, mais par contre c'est le seul truc positif parce que pour ce qui est de la qualité d'image, des couleurs, le rendu vraiment, il y a tout qui est à la ramasse, c'est plutôt un très mauvais écran. Dans mes recherches j'ai pu voir qu'il existait une version de l'Inspiron que je vous ai présenté avec l'écran justement qu'on retrouvait sur le 9200. Je pense que c'était quand même beaucoup plus judicieux de prendre avec l'autre écran, même si on pouvait pas pleinement exploiter la définition dans les jeux vidéo. De toute manière, même le 1440 par 900, on a du mal à exploiter dans les jeux, surtout les jeux de 2007. Il y a un truc aussi qui m'a fait péter un câble concernant l'écran, c'est tout simplement l'angle de vision. Alors clairement sur les TN c'est pas le point fort, mais là vraiment on a un angle de vision, même pour une dalle TN, qui est très restreint. Ça m'a beaucoup embêté pour filmer parce que quand je filmais l'écran, et bien souvent il y avait une partie qui était totalement noircie à cause de cet angle de vision qui est très restreint. Ça m'a vraiment cassé les pieds pour rester poli. Mais en tout cas vraiment cet écran il est très mauvais, et même d'après les standards de l'époque, je vous rappelle que je teste pas mal de machines avec des vieux écrans et vraiment celui-ci il est catastrophique. Deuxième point, la carte graphique, vraiment même si ça commençait plutôt bien sur 3D Mark et sur Half-Life 2, et bien finalement cette carte graphique clairement et bien elle a pas volé sa réputation, elle est vraiment pas terrible. Je pense qu'une version en 512 mégas qui a une mémoire en DDR3 qui est mieux cadencée aurait pu améliorer les choses, mais même le GPU en lui-même il est quand même pas hyper véloce. Surtout pour une carte qui a finalement un très bon score sur 3D Mark, et bien dans les jeux vidéo en pratique ça se vérifie pas du tout. C'est-à-dire que même les jeux de 2004, on devrait pourtant pouvoir les faire tourner sans problème avec les graphismes à fond. Clairement, et bien c'est très compliqué avec cette carte là. Il n'y a que Half-Life 2 que finalement j'ai réussi à faire tourner à fond dans des très bonnes conditions, mais que ce soit pour le premier Far Cry ou même Doom 3, et bien finalement c'est très difficile. Il faut quand même pas mal baisser les graphismes pour avoir un framerate qui soit suffisant. Et pour les jeux de 2007, je me mets à la place de quelqu'un qui avait acheté ce genre de PC pour jouer aux jeux de 2007 à l'époque, et bien c'est extrêmement frustrant parce que c'est tout simplement pas jouable. J'ai pas plus à dire, mais pour les jeux qui sont plus ou moins gourmands de 2007, et bien ce PC il est pas capable de les faire tourner. Voilà, tout simplement. Donc vraiment cette carte graphique, si on met bout à bout, et bien les performances qui sont vraiment pas terribles, plus les problèmes qu'il y avait à l'époque de soudure BGA, je pense que les gens étaient pas hyper satisfaits de leur achat. Et en vrai, hors caméra, j'ai testé quand même pas mal d'autres jeux. J'ai notamment testé Unreal 3 qui était sorti en 2007, et là aussi c'est pas vraiment jouable. Donc c'est vraiment pas du tout convaincant au niveau des performances, et je trouve ça très dommage. Ce qui est plutôt positif au niveau des tests, et bien finalement c'est le processeur qui m'aura pas du tout handicapé pour faire mes tests. Mais j'aurais bien
bien aimé avoir un GPU plus performant à coupler avec ce processeur pour voir un petit peu de quoi il était capable, parce qu'en vrai il m'a pas gêné, je pense plutôt à cause des mauvaises performances de la 8600 MGT qui m'a tout simplement bridé et qui risquait pas de mettre en difficulté le processeur. Donc pour le mot de la fin, je dirais que finalement on est face à un PC très moyen, alors qu'à l'époque ce genre de PC ça se vendait quand même plutôt cher, ça se vendait plus de 1000 € en tout cas, et c'était une vraie somme à l'époque. Et je me rappelle que dans les années 2000 j'étais pas du tout un grand fan du gaming sur PC portable parce que justement je voyais pas l'intérêt. C'était très cher et clairement eh bien, ça faisait mal tourner les jeux de l'époque. Moi ça m'avait beaucoup frustré parce que à partir de 2008 eh bien, j'ai travaillé au sein de la Marine nationale. Donc pour faire du jeu vidéo quand j'étais sur le bateau, eh bien, j'étais tout simplement obligé d'utiliser un PC portable. Autant vous dire que le PC portable pour faire du jeu vidéo, eh bien, ça m'a énormément frustré. Et vraiment ce PC portable il représente tout ce qui me dérangeait dans le gaming sur PC portable. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de faire un petit tour au niveau de la description, vous trouverez ceux qui soutiennent la chaîne, donc le sponsor Godil24, mais aussi le forum overclockingpc.eu qui reposte les vidéos que je fais, et donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force à eux aussi. Allez, on arrive à la fin, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.